on est une académie. Tous les ans, en fait, on recrute entre 30 et 40 coachs. Et Ouais. en gros, avec ça, on se crée un énorme réseau. Mais en plus de ça, c'est un réseau qui se renouvelle. Et ça fait plus de 20 ans, en fait, que Tennis Central gère ces lycées-là. Chaque joueur a un peu des objectifs différents. Et donc, du coup, moi, mon objectif, c'est de leur donner le plus de billes possible pour qu'ils puissent avoir la meilleure expérience possible et pas être surpris, quoi. Hello à tous, deuxième épisode d'une série de trois sur le college tennis avec Alexis aujourd'hui qui fait partie de Tennis Central à Washington et permet entre autres à des jeunes joueurs et joueuses de faire leurs études en université américaine tout en ayant une bourse à la clé. Comment ça va Alexis? Bah, ça va super. Écoute, ici, c'est le matin à Washington. Tout va bien. On est prêt pour discuter avec toi. Merci en tout cas de nous avoir discuté avec nous et de discuter de tes centrales ici. Avec grand plaisir. Alexis, tu as toi-même étudié à l'université of the District of Columbia, tu nous en parleras un petit peu après, tu as fait 4 ans là-bas à Washington DC dans la capitale. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et en guise de préambule slash sommaire pour notre audience, on partira ensuite sur trois anecdotes. Une qui est en Australie, je crois, et deux aux États-Unis au sein de ton université. Ça nous permettra de voyager avec toi. Donc voilà, déjà en une minute, peux-tu nous dire qui tu es avant d'aller plus loin? Bah ouais, bah je m'appelle Alexis Baglin, du coup, donc je viens de Rouen en Normandie à la base. Donc j'ai joué au tennis, je suis parti aux États-Unis, j'ai joué à l'université de District of Columbia, donc dans la capitale de Washington, des États-Unis. Donc j'ai joué 4 ans là-bas, j'ai fait un double diplôme aux États-Unis et ensuite un master. Donc quand j'ai commencé en fait mon parcours universitaire, j'avais vraiment pour objectif de faire mes 4 ans et ensuite revenir en France parce que j'avais tous mes amis, toute ma famille là-bas. Donc c'était vraiment l'objectif de base. Et en fait, en étant aux États-Unis, je coachais un peu sur le côté. J'ai rencontré Yann Ozu, qui est le patron du coup de ma société Tennis Central, donc une des plus grosses académies sur Washington DC. Donc on gère une dizaine de cours là-bas, une dizaine de clubs, pardon. Et en gros, on a beaucoup discuté. Et puis j'aimais vraiment bien sa vision des choses, les opportunités qu'il y avait, toutes ces choses-là. Et en fait, bah, du coup, j'ai décidé de rester, de joindre son équipe sur la suite. Donc, du coup, bah, maintenant, ça fait plus de 5 ans que je suis ici. Donc, on est passé sur 4 ans au départ où je pensais rester. Et bah, maintenant, ça fait presque 10 ans que je suis aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une super expérience. Maintenant, je fais partie de l'équipe exécutive de l'équipe où je suis directeur de plusieurs clubs sur Washington et je gère aussi le service de college placement, en fait, où on place des athlètes internationaux et américains dans des universités aux États-Unis. Donc, c'est ce que je fais maintenant, ouais. Énorme. T'étais à combien au tennis à ton max? Donc, donc en arrivant en seconde, j'ai été 3-6. Donc, j'ai joué dans les bons joueurs. Je dirais que mon pic, c'était vers les 13-14 quand j'ai joué, pas mal de tournois internationaux, les petits as, toutes ces choses-là. Donc, j'ai joué, bah, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai joué Blancano qui a gagné le Roland Junior. Roland Junior. Ouais, je perds en finale pour se qualifier aux petits as, c'est pour aller à Tarbes, je perds en 3-7. Donc match un peu dur, mais ouais, j'ai joué des bons mecs, Blancano, Benjamin Bonzi, Manuel Guinard, donc quelques bons joueurs. Et puis ouais, jusqu'à la seconde, je dirais que j'étais dans les bons joueurs de France. Ensuite, j'ai fait une saison pas incroyable en seconde où, où je suis redescendu à 4. Et ensuite, je suis remonté ensuite à 3-6. J'étais pas loin d'être à 2-6 et je suis parti aux États-Unis par la suite par rapport à ça, ouais. Il s'est passé quoi en seconde? T'as commencé à faire la teuf ou quoi? Ben, un peu ça. J'avais aussi pas mal de problèmes d'acné en étant jeune. Et du coup, j'ai pris pas mal comment on appelle, j'avais des médicaments un peu forts et ça m'a un peu joué sur la confiance et ça a joué sur ma confiance au tennis aussi. J'ai fait une saison assez solide en termes de défaites. J'ai pris 11 firsts d'affilée. Je pouvais plus gagner un match. Ouais, dur. Ouais, ah, Qu'on bah, appelle une c'était. Vince Spadea dans le jargon. Je sais pas si tu te souviens de lui. Ah, non, ça me dit rien, non. Je sais plus, je crois qu'il avait fait 30 first, une machine. Ah ouais, là, c'était vraiment le. Bah, je rentrais sur le cours, des fois, je jouais contre des mecs enfin, j'étais plus fort, je gagnais, et puis j'arrivais au moment de finir, je pouvais plus jouer au tennis, quoi. Dur, dur, dur. Donc c'était dur. Et puis après, sur l'année de partir, du coup, bah, j'étais vraiment concentré sur le départ aux États-Unis, donc il y a pas mal de trucs à faire, genre
le bac et en même temps, il y avait le TOEFL, le SAT, toutes ces choses-là. Et puis, je suis remonté voilà, à 3-6. J'avais des victoires à zéro, donc je rejouais pas mal. Mais puis voilà, du coup, derrière, je suis parti aux États-Unis et c'était une super Et expérience. du coup, t'étais combien quand t'es parti? 3-6, ouais. 3-6. Et t'étais en D1 ou D2? Je suis parti en D2 sur ouais, Washington District of Columbia, c'était une D2, ouais. Ok, top. Bon, je suis un peu pressé parce que j'ai envie de savoir comment ça s'est passé là-bas. Mais d'abord, commence avec cette anecdote vécue en Australie, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous contextualiser le tout? Bah ouais, donc en gros, au lycée, j'étais en licence sport-études à Oxygène, c'est un lycée à Rouen qui qui est géré par François Baron et Charles Roche. Je sais pas si tu connais, François il gère le team Oxygène et Charles Roche maintenant il gère un WTA qui est 250 à Rouen. Donc Ok, deux coachs vraiment super qui m'ont vraiment beaucoup apporté. ouais, Donc en gros, on était en sport-études sur Rouen. Et en gros, il y avait un championnat du monde scolaire, donc championnat du monde qui rassemble tous les lycées du monde, les meilleurs lycées du monde. Et il se trouve qu'en fait, on avait la meilleure équipe de France à ce moment-là. Donc on avait une grosse équipe, on était en première. On avait 0, 1-6, 1-6, 3-6. Donc c'était plutôt pas mal propre. pour un lycée. Ouais. Donc du coup, on est parti en Australie. Donc un peu, on s'y attendait pas, c'était vraiment C'était incroyable. l'UNSS, non, c'est ça? Un truc comme C'est ça? ça, ouais. Ouais. Championnat du monde du NSS, donc on part en Australie. Quelle Et ville? puis on était juste à côté de Melbourne, donc c'était à une heure, juste à côté de Melbourne, à une heure de Melbourne. Ok. Et Vous partez pour combien de temps? Une on semaine? part un peu plus d'une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc première fois qu'on prend l'avion pendant 24 heures avec l'équipe. Donc Énorme. vraiment, putain, on était tous meilleurs potes, donc c'était vraiment top. Et du coup, c'était sur gazon en plus. Donc, Incroyable. jamais joué sur gazon de notre vie. On se retrouve là-bas. On se dit, bah, c'est incroyable. Donc, l'ajustement sur gazon, c'était un truc, mais c'était vraiment top. Et donc, du coup, on joue le tournoi, on joue contre des équipes qui jouent vraiment bien, mais à regarder les différentes équipes, on se dit bah, qu'on a plutôt une bonne chance de faire quelque chose, quoi. Et alors, Et attends, vous achetez des chaussures à Pico là-bas? non, on achète des picots avant. Déjà, hyper dur à trouver. Je sais pas si t'as. C'est pas si facile que ça de trouver sur Internet des chaussures à picots. Donc, on avait fait ça ouais, juste avant de partir. S'était ajusté aussi au décalage horaire parce qu'il y avait le décalage horaire. Donc, on essayait de dormir plus tôt. Enfin, tous les trucs comme ça. Donc, Bah ouais, ouais, déjà, il y a 3 jours d'adaptation pour s'acclimater. Ça devait être un peu dur au départ. Et du coup, c'était quoi les nationalités présentes sur place? Donc, il y avait les grosses nationalités, il y avait Allemagne, Italie, Angleterre, il y avait il y avait Taipei, il y avait Turquie, enfin, il y avait vraiment, je pense qu'on devait être une vingtaine de pays. Il n'y avait pas les D'accord. États-Unis, surprise, enfin, parce que je pense que ça aurait pu être une grosse équipe, mais derrière tous les gros pays tennistiques, ils étaient là, ouais. Et après, Donc, c'est quoi? C'est un tableau qui commence enfin, il y a combien de rencontres pour gagner être champion du monde? En gros, donc il y a plusieurs poules et les deux premières équipes de chaque poule passent sur le tableau final. Ouais. Et ensuite, c'est quart demi-finale. Donc du coup, faut passer les poules Ah, et ensuite génial. jouer ça. Ouais. Et puis si tu perds en quart, derrière, tu as l'opportunité de faire un tableau enfin, pour avoir ton classement final. Donc du coup, c'était vraiment cool, ouais. Et donc du coup, voilà, on joue les phases de poule, on joue bien, on finit deuxième derrière l'Angleterre, contre Ouais. qui on perd. Les Anglais, d'ailleurs, tous qui ont joué en université après dans des D1 incroyables, parce que je les suis sur les réseaux, donc Des gars ils ont connus ou tous, pas? Non? non, pas trop de gars connus, mais tous des joueurs d'université qui ont joué dans des grosses D1. Ouais. Et ensuite, donc on finit ça, on passe du coup en quart et on joue contre l'Italie. Et l'Italie, en gros, ils jouaient sur un autre site parce que les différentes poules, c'était pas toutes sur le même site. Donc ils jouaient Ok. sur un autre site, donc ils n'avaient pas vu jouer. Puis là, ils arrivent, donc on les voit un peu de loin, sans s'échauffer, tout ça. Puis ils payent pas trop de mine, tu vois. On se dit, bon, bah, on a peut-être une chance. Enfin, on se dit, on est assez confiant de ce qu'on va faire, quoi. Bon, les Et, Rital, on va les cirer. c'est ça, on rentre sur le coup, on se dit, voilà, c'est bon, quoi. Et donc, du coup, moi, je commence pas tout de suite. C'est notre joueur numéro 2 et un qui commence. Ouais. Donc, du coup, le numéro 2 donc en numéro un donc l'équipe, pour te donner un petit exemple, en gros, l'équipe, c'est en un c'est Berrettini, Matteo Berrettini.
Ouais, En 2, c'est Marco Moscati qui a été super, qui est super coach et qui a été dans les 1000 ATP. En ouais, 3, tu as Gianmarco Moroni qui est 105 qui a été 159 ATP. ouais. Et en 4, tu as Jacopo Berrettini, donc le frère de Berrettini, qui a été 388. Donc Ouais, en une bonne. gros, Ouais, solide. au moment où on les voit arriver, on ne sait pas du tout tout ça. Nous, on se pense que c'est juste des joueurs de lycée. Mais Et Berrettini, en junior, il était top player aussi, non? J'imagine. Non? il était solide, très solide, mais pas du tout le même physique qu'il a maintenant. C'est-à-dire Ok, qu'il était grand déjà, fin, mais hyper fin. Donc pas du tout, c'est la masse que c'est maintenant, quoi. Et donc du coup, ça c'était en lycée en plus, donc c'était pas très longtemps après l'explosion qu'il a fait quand il devient top joueur mondial, quoi. ouais, Et donc du coup, on les voit arriver. Leur numéro 2 c'était un petit, vraiment tout petit gaucher. Euh, Honnêtement, je te dis entre nous, pas vraiment in shape, quoi. Enfin, il était pas, c'était pas le mec le plus affûté. Donc on se dit, on le voit arriver, on se dit bon, on va les massacrer, quoi. Et, et vous Donc, vous mettez à faire service volé sur gazon ou pas forcément? on a commencé à faire ça un peu, ouais. Mais bon, après, c'était pas tous notre jeu, donc du coup, on Ouais, s'est un peu adapté. Au final, quand tu t'adaptes, ça reste, t'es pas obligé de faire service volé à tous les points. faisiez, Ça reste jouable quand même. Ouais. Le faisiez plus gazon est une, assez lent. faisiez plus une Leighton Hewitt, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Et donc, du coup, donc voilà, le joueur numéro 2 on le voit arriver. Et puis, mon joueur numéro 2 qui était un 6 il commence le match. Il break d'entrée. Je crois l'autre, il fait deux doubles. Il envoie deux balles dans le mur. On se regarde en rigolant. On se dit, bon, c'est bon, dans 20 minutes, c'est plié. Et en fait, 20 minutes après, notre joueur numéro 2 il a pris, je crois, 2 et un ou un truc du genre. L'autre, il a pu rater une balle. Il mettait que des mines. Il rentrait tout. Donc, c'était assez incroyable. Mais bon, le reste des matchs, au final, notre joueur numéro un, Igor Zelinski, qui a joué contre lui, il joue contre Berrettini. Il fait, je crois, 4 et 4 ou un truc du genre. Donc, un match assez solide. Et tous les autres matchs sont vraiment serrés, quoi. Il gagne Donc, ou il perd contre Berrettini? il perd 4 et 4. Mais Et- Berrettini perd en finale contre l'Anglais. D'accord. Donc, mais au final, donc on perd, on est deg, tu vois, mais c'était un match assez serré. Vous arrêtez Et, en quart, quoi. ouais, on s'arrête en quart et on joue. Et donc, le match finit. Donc, on félicite l'équipe adverse. Et notre coach, qui était pas du tout un coach, c'était notre prof EPS du lycée. Alors, toutes les autres équipes avaient leur coach. Nous, on est un prof EPS. Il va à l'équipe adverse, donc l'équipe d'Italie. Et là, il leur demande un autographe à tous. Et là, nous, on se dit, putain, c'est pas possible. Il nous fout une honte incroyable devant tout le monde, quoi. Tu sais, parce qu'à ce moment, on se dit pas que les mecs, ils vont devenir pros. Et puis bah, maintenant que tu vois Berrettini qui est numéro 6 je pense que du coup, il a bien fait de prendre son autographe. Mais ouais, anecdote assez incroyable de notre prof de PS qui va prendre un autographe de nos adversaires à la fin du match, Il quoi. s'appelle comment, le prof de PS? Franck Le Guen, hein, une légende, vraiment un mec super, enfin, qui était top, mais qui a fait du Franck. coup Si, un voyage en Australie comme ça, quoi. Franck, si tu nous écoutes, vous avez fait une bringue quand même avant de partir en Australie, histoire de rentabiliser le voyage ou même pas? Ah, une fois qu'on était aux États-Unis, ouais, le dernier soir, il y avait une petite soirée entre tous les. En Australie, tu veux dire? Ouais, en Australie, ouais. Ouais, Avec tous les autres athlètes et tout, c'était vraiment cool ouais, de partager un peu ce moment. Bah, après, pas forcément facile parce qu'en anglais, on n'était pas tous des flèches, mais c'était vraiment un super moment de passer ce moment-là tous ensemble. Ouais. énorme. Donc après, tu as le projet de partir aux US, donc tu passes les diplômes. Juste à titre anecdotique, TOEFL, SAT, tu as quoi comme note? Bah écoute, SAT, ça va parce que j'étais pas trop mauvais en cours, donc en maths, je me débrouillais bien parce que tu sais, SAT, c'est anglais et maths. Ouais, Donc du coup, bah, la partie maths, j'ai bien géré. Partie anglais, c'était un peu plus compliqué parce que bah, j'étais pas incroyable en anglais en partant parce que je pensais pas que je partirais aux États-Unis, donc j'ai jamais trop me suis trop concentré sur la partie anglais. Mais du c'est coup, sur 1006, hein, c'est ça? ouais. Et du coup, j'ai dû avoir 1002 ou un truc comme ça. Propre. Et TOEFL? Et TOEFL, fallait que j'ai 70 pour partir dans l'université que je voulais. Ouais. Et je faisais test blanc, j'avais 50, 48, Sur 60, 120? ouais, sur Ouais. 120. Et là, c'était l'enfer, je paniquais. Et jour du test, je le fais. Et au final, j'ai eu 78. Donc, il y a une Machine. partie choix multiple, je pense qui s'est bien déroulé pour moi. Mais au final, j'ai eu des notes correctes, ouais. Et j'ai appris récemment que le SAT, donc l'équivalent du bac américain plus ou moins, est plus obligatoire. Ça a été remplacé par Duolingo. C'est ça, ouais. Bah, depuis le Covid, en fait, ça a vraiment changé. Parce que Ouais. du coup, tout ce qui était SAT, TOEFL, c'était que des trucs qui étaient en personne. Et du coup, bah, ils pouvaient plus vraiment le faire.
Et maintenant, en fait, bah, je fais par Duolingo, donc il y a un test, ça passe d'un test de 4 heures à un test de 45 minutes, donc déjà, c'est pas vraiment la même, Quelle et c'est en arnaque! ligne. On s'est C'est tellement fait ça, enfler. c'est ça, parce que toi aussi, t'es parti, donc du coup, t'as vécu cette difficulté. Euh, 5 heures le SAT à Boulogne le samedi matin quand tu viens de Nevers, mon pote. Celle-là, elle fait mal. ouais, tu finis, t'as le cerveau, tu sais plus comment tu t'appelles, quoi. Ah, moi, heureusement, j'étais à côté d'une Indienne qui m'a donné toutes les réponses parce que sinon, je partais jamais aux US, moi, sans ça. Non, mais du coup, ouais, l'arnaque, maintenant, ils partent en Duolingo et il y a même plein d'universités, c'est optionnel. C'est-à-dire que tu n'as même plus ces critères de stress, il faut que tu aies un score minimum ou quoi que ce soit. Il y a pas mal d'universités, en fait, qui maintenant te laissent partir sans rien, même des grosses universités, quoi. Et Le monde donc, court à sa perte, Alexis. c'est Je te ça. le dis. Bon, et du coup, dans la shortlist, t'avais mis quoi comme vœu? Est-ce qu'à 3-6 tu peux te permettre d'avoir des vœux parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué à ce classement-là? Ça s'est passé comment pour toi? Bah écoute, j'avais quand même des offres, j'ai eu pas mal d'offres. Le seul truc que je regrettais un peu, c'est, enfin, à regarder après, c'est que j'avais pas beaucoup d'infos sur les offres, donc du coup, j'étais jamais allé aux États-Unis. Je connaissais pas grand-chose aux, enfin, différents États, toutes ces choses-là. Donc du coup, j'ai eu pas mal d'offres, mais sans trop savoir quoi faire. Et puis au final, bah, j'ai vu, j'avais une D1, j'avais quelques D2, et j'ai pris Washington DC parce que je me suis dit, bah, University of Washington DC, ça peut être qu'une grosse université parce que si tu vas, je sais pas, à l'University of London ou l'Université de Paris, bah, c'est que des grosses universités. Et donc, du coup, je suis allé là-bas. Au final, c'était pas la plus grosse université des États-Unis comme Combien, j'aurais combien pu. d'étudiants? Je devais y avoir peut-être 2000 étudiants, mais Ouais, c'est une petite, ouais. Ouais. c'est une petite université, je dirais, un campus, en gros, c'est vraiment au centre-ville, donc ça, c'était super. En termes d'emplacement, il n'y avait pas mieux, quoi. Mais par contre, pas du tout l'esprit campus, c'est comme tu peux t'imaginer un peu film américain, tout ça, parce que du coup, en fait, les gens, ils vont en cours et puis ils s'en vont après les cours parce qu'ils vivent en dehors du campus, quoi. Et tu t'es Donc, pas du dit, coup, tiens, je vais regarder sur Google à quoi ça ressemble. mais non, bah, je pense, je sais même plus comment ça Le s'est passé. touriste, on l'appelle. Ouais, je pense que j'étais super excité de partir et puis au final, bah, il y avait ouais, une différence entre, je dirais, entre la réalité et ce qui s'est passé vraiment, quoi. C'est une agence qui t'a aidé à partir? Ouais, je suis parti avec une agence, du coup, bah, qui m'ont donné des offres, donc ça, c'était super. Ouais, Mais là-dessus, moins d'informations, et du coup, moi, maintenant, c'est ce que je fais college placement, et c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie, en fait, de placer des joueurs. C'est parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai eu une expérience de dingue aux États-Unis, enfin, j'ai vraiment eu la meilleure expérience de ma vie. Si je pouvais y retourner demain, bah, j'y retournerais. Mais j'aurais aimé avoir plus d'infos. Au final, je me suis retrouvé dans une super équipe, donc j'ai eu de la chance, mais j'étais à deux doigts d'aller dans une autre univ. c'était Et laquelle l'autre? l'autre, en plein milieu de l'Arkansas, un truc du genre, où c'était une grosse univ tennistique, mais c'était une des deux, enfin, au milieu de nulle part, quoi. Et D'accord. puis à revoir aujourd'hui, enfin, je suis très content du choix que j'ai fait, mais j'aurais aimé avoir plus d'infos sur les universités. Du coup, c'est vraiment quelque chose que je travaille, moi, quand je travaille avec les joueurs sur College Placement, c'est que je leur donne le plus d'infos possible pour que ce soit positif ou négatif, pour qu'ils puissent prendre vraiment leur décision le mieux possible, en fait, que plutôt que comme moi qui suis un peu touriste, qui, sans avoir vraiment regardé sur Internet, qui puissent vraiment avoir toutes les infos et qui puissent prendre la meilleure décision, en fait, par rapport à ça. Parce que chaque personne, chaque joueur est différent, quoi. Il y a des joueurs qui veulent plus être sans centre-ville, tu as des joueurs qui sont intéressés par les infrastructures, par le coach, toutes ces choses-là. Donc, du coup, vraiment, ça, c'est ce qui est vraiment important pour moi, c'est de donner le plus d'infos possible pour que derrière, bah, le joueur puisse prendre la décision de la meilleure façon possible, quoi. T'avais combien de bourses? J'avais, c'était difficile parce qu'en fait, sur mon université, ce qui était cher, c'était le logement, en fait. Ok. Donc, bourse universitaire, c'était assez solide. Mais C'est-à-dire? par contre, en gros, je payais à peu près 12 000 l'année, à peu près. 12 000 sur Euh, combien? je pense que ça devait être 30 000, un truc du genre. Mais Ouais. en gros, toute la partie, c'était sur le logement quasiment, quoi. C'était combien les loyers? Les loyers, c'était 4 200 par semestre. Donc, en gros, ça faisait 8 000,
8000, ouais, 8400 sur les deux, sur 8 mois, quoi. Donc ça faisait des gros loyers, ouais. T'étais en appart ou en chambre universitaire? Donc en gros, on était dans un vrai appart où il y avait des résidentiels qui habitent là-dedans. Mais c'était en gros en partenariat avec l'université. Donc on était à quatre dans un appart, donc deux par chambre. Donc bah, voilà, avoir quelqu'un dans sa chambre pendant 4 ans, on a fait ça, quoi. Donc, tu pars, tu arrives là-bas, raconte-nous un peu ça, à quoi ça ressemble et comment tu découvres le tout, comment tu te familiarises dans la capitale des États-Unis d'Amérique. Et surtout, balance-nous tes anecdotes, Alexis. Je trépigne. Honnêtement, arrivé là-bas, bah, le plus dur, je dirais, c'était l'anglais au départ, parce que c'était pas forcément facile de s'adapter. Enfin, en France, j'ai toujours été quelqu'un qui, voilà, c'est social, qui parlait enfin, qui avait pas mal de potes, tout ça. Et puis, j'arrive aux États-Unis, bah, c'est beaucoup plus dur de faire des blagues. Tu vois, tu commences ta phrase et en plein milieu de phrase, bah, tu te rends compte qu'il te manque la fin de la phrase pour faire ta blague. Donc, du coup, bah, tu peux pas trop raconter. Déjà, tu as le Donc, luxe de la commencer, hein. Moi, je la commençais même pas, hein. Franchement, pendant 4 mois, je commence même pas une phrase à table. J'étais tellement dans le dur. Ouais, donc du coup, ouais, on commence, donc c'était cool. C'était honnêtement, on avait une super équipe que des internationaux. Donc ça, je pense que ça a vraiment aidé parce que du coup, en termes de vocabulaire, on était tous un peu restreints, mais du coup, c'était plus facile de discuter entre nous. Donc super entente entre nous. Après, voilà, s'adapter. Je me souviens d'une petite anecdote. Premier jour, je crois, où on arrive. En gros, le coach, donc on arrive le soir, il était tard avec le décalage horaire, on était éclaté enfin, avec le décalage horaire. Et le lendemain, le coach il nous dit, OK, rendez-vous à 7 heures à mon bureau, je vais vous donner les équipements, tout ça. Et comment on va se coucher? Je mets mon alarme et donc du coup on dort, et on se réveille, on a l'impression on est hyper fatigué. Et donc on commence, on se prépare, on va au bureau du coach et puis il faisait nuit et puis on voyait personne dans la rue et tout. On se dit c'est bizarre à 7 heures, enfin il y a vraiment personne quoi. Et puis là mon pote, donc mon coloc qui s'est réveillé avec moi, il regarde son téléphone et en fait il s'est rendu compte que on s'était réveillé à l'heure française. Donc en Magnifique. gros, donc, du coup incroyable, on se retrouve en fait il était 1 heure du mat ou quelque chose comme ça dans les rues de Washington alors et donc du coup on est retourné se coucher. Allez vous Donc coucher, les jeunes. du coup, ouais, enfin voilà, donc petite anecdote, mais ouais, en termes de comment d'expérience vraiment super, c'était une super expérience humaine, enfin on a des super rencontres, des super matchs, comment on a joué à l'US Open, donc ça c'était, je pense, un des plus gros highlights de mes 4 ans. Contre Jouer, qui? donc en fait, c'était un tournoi, donc les ITA, je sais pas, tu as dû les jouer aussi, je pense. C'est les régionaux, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, les régionaux. Donc, c'est tournoi individuel. Donc, tu joues en simple et en double. Ouais. Et donc, c'est par équipe, mais c'est plus individuel. Donc, du coup, toutes les équipes de la région se retrouvent à l'US Open. Donc, ambiance incroyable. T'as équipe filles, équipe garçons qui sont tous ensemble. Et on joue en gros sur les terrains de l'US Open 2 semaines après que les pros jouent. Donc, on a les mêmes balles qu'eux. Tu sais, il y a écrit US Open 2021. Donc, ambiance incroyable. Donc, mémoire de fou. Je me souviens d'un match où on joue en double. On commence fin de soirée, donc du coup, coucher de soleil sur le US Open. Ensuite, on finit en night session. Donc, vraiment des souvenirs ouais, qui sont top. Ouais. T'as les grands cours qui sont ouverts ou c'est que les cours annexes? Donc, on joue sur tous les cours d'entraînement. Et la Mhm. finale, en gros, parce qu'on a sur notre équipe, on a une équipe de double qui s'est qualifiée pour la finale des Regionals, donc pour se qualifier pour les Nationals. Et ils perdent avec balle de match en finale. Donc voilà, c'était ambiance incroyable. C'était un peu comme la vidéo que tu as fait là, avec l'équipe de Paris que j'ai vue récemment, là où tout le monde, il y a une ambiance de fou sur les matchs par équipe. Là, c'était un peu la même chose, quoi. Vraiment, Ouais. ambiance incroyable. Et comment, donc du Boulogne-sur-Mer, coup, Boulogne-sur-Mer, c'est ça, ouais. confonds pas. Mais Pardon. décris-nous un peu le campus, comme il est petit avec 2000 étudiants. Est-ce qu'il y a un stade de foot avec, j'en sais rien quand même, 35 000 places? Est-ce qu'il y a du baseball? Est-ce qu'il y a tout ça? Ou c'est quand même très restreint parce que ça reste une petite univ? Bah ça, du coup, c'était là-dessus, ouais, aussi une différence que j'aurais bien aimé savoir avant de partir, c'est moi, pareil, j'avais un peu l'idée, c'est les gros stades de foot, grosse ambiance sur basket, toutes ces choses-là. Et en fait, bah, on est arrivé, on n'avait pas beaucoup de sport dans l'équipe, enfin dans l'université.
Donc, il n'y avait pas de football, pas de baseball. Donc, l'équipe la plus grosse, je dirais que c'était, il y avait soccer, donc le soccer et puis basketball. Et Donc puis, foot à l'européenne, ouais. c'est ça, ouais. Donc, en gros, on n'avait pas beaucoup de sports. Et puis, je dirais que voilà, que le campus était vraiment différent que ce que je m'étais imaginé aussi. On n'était pas sur un gros campus. Enfin, en gros, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'était pas sur un gros campus, quoi. Donc, ça, c'était un peu différent que ce que j'aurais pu imaginer sur une autre univ. Ouais. Et du coup, tu prends le temps pour découvrir un peu Washington, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est craignos? Pas du tout. Tu fais la teuf, raconte-nous un peu l'extra sportif. Ouais, bah, honnêtement, Washington, c'était top. Une super ville. Bah, on n'est pas loin de New York, donc du coup, ça c'est top aussi. Du coup, tous les matchs qu'on faisait, on allait beaucoup sur New York. Donc on Ouais. avait un peu cette différence. Moi, New York, j'adore pour un week-end, mais pour y vivre, je pense que c'est quelque chose qui est un peu too much pour moi. Washington, c'est vraiment le parfait combo entre les deux. C'est-à-dire que c'est une grosse ville, donc tu as tout ce que tu veux. Si tu veux sortir, si tu veux aller à un musée, si tu veux faire une rando, tout ce que tu veux, tu as vraiment tout dispo. Mais ça reste quand même plus calme. Enfin, tu vois, t'as des parcs, si tu veux faire un foot, si tu veux aller jouer au tennis, c'est pas une grosse ville où tout est tout le temps dans le rush et toutes ces choses-là. Hmm. Donc ça, c'est super. Après, la fête, bah, c'était au début un peu compliqué parce que ça m'a surpris aussi parce qu'en France, moi, c'est 18 ans, mais c'est pas vraiment 18 ans pour tout ce qui est sortir, toutes ces choses-là. Aux États-Unis, ça peut être un peu plus strict sur les 21 ans. Donc, du coup, ça, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, après, ça reste quand même jouable de passer des super moments et de passer des super moments en équipe. Ouais. T'avais quoi comme major? J'ai fait major, j'ai fait business management et accounting, donc comptabilité en France. Ouais. Et en même temps, j'ai fait une licence L3 Sports Management parce que, comme je te l'ai dit, à la base, je comptais rentrer en France. Donc, du coup, en même temps que j'étais aux États-Unis, je prenais des cours à distance. Et quand je revenais en France, j'ai passé des examens d'une L3 Sports Management. Et Donc, avec quelle école tu descends en parallèle? en STAPS sur Rouen. Quelle machine. Du coup, deuxième anecdote, non? L'US Open, c'était la première, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Donc, bah, Allez. comme je l'ai dit un peu, c'est l'autre anecdote, c'était un peu les choses que j'aurais bien aimé savoir avant de partir aux États-Unis. En gros, quand je suis parti, moi, enfin, en France, les coachs, c'est quand même de la très bonne qualité. Enfin, tout le monde, c'est que des super coachs. Enfin, mais j'ai eu moi de la chance d'avoir des très bons coachs, comme je l'ai dit, avec François et Charles. En arrivant aux États-Unis, je pensais que voilà, que ça serait la même chose, quoi, que les coachs, ça serait des coachs de très, très grosse qualité. Et au final, bah, le coach, quand je suis arrivé, il a complètement voulu changer mon jeu. Déjà, il avait vraiment la vision américaine du jeu du tennis, c'est-à-dire tu mets que des mines au service et que des mines en coup droit, et puis tu réfléchis pas, quoi. Et puis ceux qui m'ont vu jouer et qui regarderont cette vidéo, c'est pas vraiment mon style C'est de jeu. c'est quoi, t'es un raton plutôt? Plutôt un raton, un gros revers, et puis je fais pas de faute, quoi. Bienvenue dans la team. Si on se joue, ça dure 5 heures, je pense. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'était plutôt mon jeu. Donc, au début, bah, je l'écoute et je me dis, bon, bah, ok, je vais progresser comme ça, je vais mettre des grosses mines au service et en coup droit. Puis au final, ça marchait pas trop, quoi. Et puis au bout ouais, de quelques semaines d'entraînement, il se concentrait vraiment sur mon coup droit. Il voulait vraiment que je frappe toutes mes forces. Et un entraînement, je me souviens, il était derrière moi, il me disait, frappe plus fort, frappe plus fort. Et puis à un moment, du coup, j'en avais marre, je prends prise marteau et j'envoie de toutes mes forces et la balle rentre. Mais tu sais, genre, coup de chance, genre, elle pourrait partir dans l'autre stade, quoi. Tennis légende, ça, faut nous l'envoyer. C'est ça, elle rentre, du coup, et là, il me dit, ah bah voilà, tous tes coups droits, je veux que ça soit comme ça. Et là, je me suis dit, ah Le là là, génie! et là, je me suis dit, bah, c'est bon, il connaît rien au tennis, donc je me suis dit que du coup, il me fera pas vraiment progresser sur les États-Unis. Mais vraiment, tu sais, genre, le coup droit, en France, je pense que le coach, il me sort du cours si j'envoie tu sais, s'il me dit un truc et que j'envoie un coup droit comme ça, il me dit, moi, tu te fous de moi, tu sors du cours. Là, le coach, il me dit, ouais, c'est ça, je veux ça à tous tes coups droits. Je lui fais, bah oui, si. Donc, du coup, Mais on n'en sait plus sur cet homme. bah, c'est en gros, je dirais aux États-Unis, ça c'était quelque chose qui était assez surprenant pour moi parce que je suis quelqu'un qui écoute vraiment les coachs, qui suit toujours tu sais, les consignes, toutes ces choses-là, qui a beaucoup confiance. Et du coup, c'est été quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de partir, qu'en gros, que
Bah, sur les top divisions, les top 50 des États-Unis, bah, tu as des coachs qui sont monstrueux, quoi. C'est des super coachs. Mais c'est pas vraiment la réalité de tous les États-Unis, en fait. Hmm. Voilà. Il y a vraiment une grosse différence entre les top 50 universités et le reste des universités qui sont des super universités. Mais les coachs, je dirais qu'il y a beaucoup de coachs, c'est plus des managers. C'est plutôt que des vrais coachs. C'est-à-dire que ils sont pas forcément beaucoup d'expérience au tennis. Ils s'y connaissent pas grand-chose. Et en fait, c'est plus des managers qui recrutent des joueurs qui jouent déjà très bien, en fait, et qui en fait, leur permettent d'avoir une structure pour jouer, pour se développer, mais qui donnent pas beaucoup de conseils ou quoi que ce soit. Et ça, Et du coup, du coup aujourd'hui, tu as le réseau nécessaire pour si un jeune te dit, voilà, je veux partir avec Tennis Central, lui dire, tu as tant de bourses dans cette université, mais le coach est une énorme pipe. c'est ça. Bah, en gros, c'est quelque chose que je mets vachement en avant, c'est leur dire en fait bah, les points positifs et les points négatifs. C'est-à-dire que ça peut être un super emplacement, mais par contre, le coach, bah, tu vas pas monter négat en un an avec lui, quoi. Il va juste être là aux entraînements. Il y a même des coachs, des fois, qui sont même pas là aux entraînements, qui laissent les assistants coach faire le job. Donc, du coup, voilà, avec le réseau que j'ai maintenant, je peux dire en fait, voilà, ça, c'est une université un peu plus paumée, mais le coach est super. Ou ça, c'est une université qui est un endroit monstrueux, mais par contre, le coach, bah, il n'est pas du tout présent, il s'en fout. Donc derrière, c'est un peu le choix de chaque joueur. C'est pour ça que moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de laisser le joueur prendre la décision au final, parce que au final, c'est pas à moi de prendre la décision pour lui. Chaque joueur a un peu des objectifs différents. Et donc, du coup, moi, mon objectif, c'est de leur donner le plus de billes possible pour qu'ils puissent avoir la meilleure expérience possible et pas être surpris, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi votre répartition de joueurs français que vous envoyez, européens ou même worldwide? Donc, Parce qu'en étant à Outre-Amérique, Outre-Atlantique, pardon, euh, vous êtes loin. Donc, tu sais, sur le papier, on peut être plus rassuré par des gens qui sont à proximité de chez vous. C'est pour ça que ça me questionne. bah, en gros, on a plusieurs choses qui font qu'on se démarque un peu d'autres agences. En fait, la première, c'est que bah, déjà, on est aux États-Unis, comme tu l'as dit. Donc, du coup, on a un réseau direct avec les États-Unis, enfin, les coachs, toutes ces choses-là. La deuxième chose, c'est qu'en fait, comme je te l'ai dit, on est à Washington, D.C. En fait, on gère, en plus des clubs, on gère aussi des écoles, des écoles de lycée. Et les lycées aux États-Unis, c'est un peu la même chose que les universités aux États-Unis, c'est-à-dire que ils ont une équipe de tennis et ils jouent contre d'autres universités, toutes ces choses-là. Et les deux équipes qu'on gère, c'est des universités qui sont et des lycées qui sont très forts en tennis. Et donc du coup, on gère leurs équipes. Et ça fait plus de 20 ans en fait que Tennis Central gère ces lycées-là. Et en fait, tous les ans, on place des joueurs américains qui en fait qui finissent le lycée et qui partent en fait dans des universités dans différentes divisions, différentes régions de tous les États-Unis. Donc du coup, on a ce réseau-là. En fait, les coachs viennent nous contacter directement parce qu'ils disent en fait tous les ans, est-ce que tu as j'ai vu que tu avais une joueuse qui marche très bien en ce moment, on peut la prendre? Ou j'ai vu que tu avais un joueur qui marche très bien, est-ce qu'on peut le prendre? Donc on a ce premier réseau-là qui est déjà important. Ouais. Et l'autre partie qui est vraiment qui fait une grosse différence, c'est qu'en gros, on est une académie. Tous les ans, en fait, on recrute entre 30 et 40 coachs internationaux. Donc, c'est des coachs qui jouent en université, un peu comme toi, tu as joué, comme moi, j'ai joué, en gros, et qui, pendant l'été, en fait, ils veulent se faire un peu d'argent pour un boulot d'été. Et ils viennent à Washington, D.C. pour travailler, en fait, dans nos summer camps. Et Ouais. en gros, avec ça, on se crée un énorme réseau. Et la force de ce réseau, c'est que non seulement on a des joueurs de partout des universités, mais en plus de ça, c'est un réseau qui se renouvelle. Parce que le problème qui se trouve en fait aux États-Unis, c'est que la plupart du temps, les personnes qui font en fait le recrutement, c'est les assistants coachs. Et les assistants coachs, en fait, ils restent un an, 2 ans, et puis ensuite, ils s'en vont. Donc, par exemple, si toi, par exemple, quand tu as joué, enfin, tu as fini quand les études aux États-Unis? Il y a un bail. Euh, Attends, je suis 2000, diplômé on est à quoi, 2024? Je suis diplômé en 2023. 2013, pardon. Je devais y être en 2010, un truc comme ça. Même avant. Attends, j'avais 17 ans. 2007. Oh là là, ça va donc, tu vite. as fini en 2013. Non, 2007. Genre, j'ai fait 2 ans, moi. 2009. 2007 à 2009, Ouais, ouais. donc en gros, imagine, tu aurais pris la décision de placer des joueurs, toutes ces choses-là. Le réseau que tu t'es fait pendant le moment, bah, tu connais plein de coachs, tu connais des joueurs, toutes ces choses-là. Mais 5, 6, 7 ans après, bah, c'est plus vraiment le même réseau. C'est-à-dire que les coachs ont changé
Et surtout, les coachs, ça change beaucoup. Il y en a qui restent très longtemps, mais il y a des coachs aussi où les assistants coachs changent beaucoup et c'est surtout eux qui font le recrutement. Et donc, du coup, nous, en fait, là où on a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un réseau qui se renouvelle tous les ans. C'est-à-dire que, par exemple, là, on va avoir 40 coachs qui vont venir de différentes divisions, différents niveaux, différents emplacements. Et en fait, chaque coach aux États-Unis reçoit un nombre d'emails, surtout maintenant, tout le monde veut partir aux États-Unis. Donc, ils reçoivent 10, 20 emails par jour. Donc, il suffit qu'il soit sur un jour où bah, il est à l'entraînement ou alors il est en voyage ou quoi que ce soit, bah, ton email qui aurait pu l'intéresser, ça se trouve, il va pas l'avoir. Alors que nous, du coup, on utilise vraiment ces contacts qui sont dans les universités. En fait, par exemple, si moi j'ai un joueur et je me dis, bah, cette université-là, ce serait parfait pour lui, je contacte directement le joueur qui a été coach avec nous, donc que je connais directement, et je lui dis, écoute, j'ai un joueur, voilà sa vidéo, ses classements, toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux le montrer à ton coach cet après-midi? Et du coup, je suis sûr, en gros, que la vidéo du joueur, le coach la voit en moins. Hmm. C'est-à-dire que des fois, bah, le coach il va dire, bah non, là, je recrute pas cette année ou j'ai besoin d'un joueur plus fort, mais au moins, je suis sûr que le profil est vu. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise. En gros, c'est le gros réseau qu'on a par les coachs qu'on recrute tous les étés par rapport à ça, en fait. Et comment tu as eu l'opportunité de bosser avec Tennis Central? Déjà, est-ce que quand tu faisais tes études, la France te manquait? Et comment c'est dessiné? Parce que moi, je me souviens, tu vois, je me disais, mais je vivrais pas aux États-Unis, quoi. Le charme français me manque, les ruelles me manquent, les highways et les fast-food, je peux plus les voir. Et toi, si j'ai bien compris, tu as ta green card, tu es devenu ricain à moitié sur les bords. Tu nous dis plus tes souvenirs, tu nous dis tes mémoires. Donc, je présume que le gars se sent bien. Donc, comment tout ça Ouais, s'est goupillé? bah écoute, enfin, honnêtement, Washington DC, c'est vraiment une super ville. Mes parents sont venus visiter. Ils ont fait toute la côte, Boston, New York, Washington. Ils ont fait Californie aussi. Et puis Washington, c'est vraiment la ville qu'ils ont préférée. Donc c'est vraiment une ville top. Pour répondre à ta question de comment j'ai commencé avec Tennis Central, c'est ça? Ouais, Euh, comment ça s'est goupillé? Enfin, comment t'es resté aux US et tout? Parce que c'est pas forcément un parcours classique. Et puis, c'est intéressant à étudier pour avoir les métiers auxquels tu peux prétendre quand tu es diplômé aux US aussi. Ouais, bah en gros, j'ai commencé, enfin, pendant que j'étais en université, donc j'ai commencé à coacher un peu pour me faire un peu d'argent sur le côté, quoi. Et puis en fait, bah, j'ai rencontré Yann Ozu, donc qui est le patron de l'académie, donc qui a vraiment quelqu'un de super qui m'a vraiment qui est devenu très vite un mentor, qui avait une super vision en fait que j'ai vraiment accroché en fait, qui avait une vision du tennis qui était vraiment différente dans le sens où il voulait pas faire comme les autres académies, c'est-à-dire, tu vois, les académies Mouratoglou ou Bollettieri, où tu sais, c'est que des gros joueurs qui viennent un peu de partout et ils sont déjà formés, entre guillemets, et puis ils mettent juste les infrastructures en place et des gros coachs pour les faire monter encore plus haut. Nous, en fait, on a vraiment plus une idée de prendre les joueurs très tôt, c'est-à-dire vers 4 5 ans, et de les faire vraiment monter de plus en plus, et puis leur apprendre en fait comment jouer au tennis, mais aussi tout l'autour, c'est-à-dire comment gérer une compétition, comment aussi apprendre à la famille à gérer la compétition, parce que je sais pas comment était ta famille sur le tennis, mais je sais qu'il y a pas mal de parents au tennis qui peuvent être parfois un peu compliqués. Moi, je sais que j'ai eu la chance avec mon père de comment de d'avoir il m'a soutenu, il a suivi tous mes progrès, enfin, il était super, il m'a fait beaucoup de physique, tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, bah, tu sais, les parents, quand t'es à 5-5 au troisième, tu rates une volée facile, tu te tournes vers tes parents et il est comme ça. Bah, c'est pas facile au début. Donc, apprendre vraiment aux parents comment gérer en fait la compétition avec tes enfants pour pas mettre trop de pression, mais les soutenir, toutes ces choses-là. Donc, en gros, il y avait vraiment une vision que j'aimais bien. Et puis, donc, du coup, bah, j'ai décidé en fait de rejoindre son équipe parce qu'en fait, la façon dont ça marche aux États-Unis, c'est que tu fais tes études, donc tu as un bachelor, donc j'ai fait mon bachelor pendant 4 ans. Et ensuite, à la fin des études, tu as un an où tu es autorisé à travailler légalement aux États-Unis. Ok. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont assez à cheval sur le fait qu'ils veulent pas trop que tu restes pour travailler normalement. Ils font ça c'est assez difficile de trouver des opportunités de travail. Ils mettent des Donc, tu barrières as à juste l'entrée un pour an. quelle raison, tu sais?
Bah, je sais pas, honnêtement, pour essayer sûrement parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui ont l'American Dream, donc tout le monde veut essayer de venir aux États-Unis et Ouais. de, de rester là-bas. Donc du coup, tu as juste un an où tu es autorisé à rester aux États-Unis. Donc du coup, j'ai fait pas mal d'entretiens aussi, enfin, pour essayer de voir d'autres opportunités. Et en fait, bah, tu te rends compte que les entretiens, enfin, parce que j'ai eu des plutôt bonnes notes, enfin, en université, j'avais un gros GPA, donc du coup, c'était assez Combien? facile j'ai eu 4 en master, 4.0 en master et 3,96 en bachelor, quelque chose comme Ah ça. ouais, solide le Donc, gars. Le mec est présent sur l'académie. du coup, ouais, j'ai Le eu mec des bossait bons. tard le soir quand même. Non? T'avais des grosses facilités ou tu cravachais comme jamais? Non, je suis plutôt quelqu'un qui bosse beaucoup, ouais. Je bosse beaucoup et bah, c'est Beaucoup, un peu la même chose au tennis. beaucoup Moins de de, talent, beaucoup, mais beaucoup beaucoup de diag. Ouais. J'ai plus de lumière. Ah si, c'est bon. Donc du coup, voilà, du coup, j'ai eu quelques entretiens et en fait, tu te rends compte que bah, sur des grosses sociétés, l'entretien, ça se passe bien et puis à un moment, bah, ils entendent mon accent, donc ils me disent, bah tiens, tu es français, c'est quoi ton visa? Et puis quand je leur dis bah, que j'ai juste un an pour bosser, bah, en fait, ils se rendent compte que bah, je vais commencer, je vais bosser pendant 3 mois pour peut-être un mois ou deux pour me faire au boulot. Et puis après, bah, ça va être presque la fin de, de mon, de mon autorisation de visa, quoi. Donc, du coup, Yann, avec TI Central, il m'a donné cette chance. Il a vu en moi, enfin, que j'avais vraiment du potentiel et il m'a donné cette chance de me sponsoriser, en fait, et d'avoir une vision plus longue que juste cette année-là. Donc du coup, j'ai fait mon année de OPT et à la fin de mon OPT, donc du coup l'année de travail légal, j'ai fait un master pour pouvoir continuer à travailler légalement aux États-Unis Ok, tout en continuant à travailler en full-time en fait. Donc je faisais mon master tout en travaillant en full-time. Et ensuite, j'ai fait une autre année de OPT et j'ai obtenu ma green card, donc ma carte verte. Donc, le je Graal. dirais, ça prend à peu près 3 ans. Voilà, quand t'as une société qui est prête à t'embaucher et à te sponsoriser, ça prend aux alentours de 3 ans pour obtenir ta carte verte. Ouais. Et alors, excuse-moi de refaire un saut en arrière, mais juste sur ta carrière aux États-Unis, t'étais combien dans l'équipe et c'était quoi comment ils disent, ton ratio victoire-défaite quoi, sur ton année après année? Est-ce que la première année, tu as essuyé 25 défaites et puis après, ça allait mieux au fur et à mesure? Est-ce que tu étais tout le temps sélectionné? Ça marchait comment? Bah, j'ai comment une équipe, j'ai joué en un en arrivant parce que Ah je ouais, mais jouais, le ouais. niveau était assez faible. Bah, on était tous, en fait, on avait une équipe qui était hyper homogène. C'est-à-dire Ouais, que le numéro 6 pouvait battre le numéro 1 et enfin, à l'inverse. En gros, on pouvait tous se battre l'un l'autre sur un bon jour, tout le monde pouvait battre tout le monde. Donc ça, c'était ouais, un peu une de nos forces. ouais, Donc j'ai joué en un en arrivant. ouais. Et puis, au fur et à mesure que le coach n'était pas trop content avec mon style de jeu, qui préférait des joueurs Prise marteau. du coup, je suis j'ai joué entre un et 3 tout le reste Et de mes 4 années. t'as pris des branlées ou ça allait? Parce que moi, putain, j'étais à 3-6, ça jouait négate devant, et je jouais 6 en m'arrachant comme jamais, quoi, tu vois? Bah, honnêtement, t'étais en quoi? T'étais en D1 ou en Ouais, D2? ouais, D1, ouais. Parce que je pense que du coup, c'était ça en D2. Je pense que ça joue en un, ça joue 0. Donc, Ah, mais t'étais en D2, pardon. Ah, t'étais en j'étais en D2, D2, ouais. excuse-moi. Ouais, j'ai zappé Ouais, ça joue. ce détail important. Et du Ouais. coup, ouais, ton ratio victoire-défaite année après année, ça disait quoi? Bah, c'est toujours été à peu près la même chose, c'est-à-dire que je gagnais contre les équipes qu'il fallait gagner. Et Ouais, puis après, sur les grosses équipes, bah, j'ai eu des années où voilà, j'ai battu quelques mecs, mais c'était assez. Enfin, en gros, je faisais les matchs qu'il fallait pour gagner. Et puis j'ai eu quelques exploits sur quelques saisons, mais toujours positif. J'ai toujours été en ratio positif sur les différentes saisons. Ouais. et tu dirais que le niveau a évolué aussi en D2, progressivement? Aujourd'hui, ça joue plus haut, quoi? Bah écoute, ouais, pour te donner une idée, moi quand je suis parti, je dirais que avant il y avait beaucoup moins de gens qui partent aux États-Unis. C'était plus quelque chose un peu de tabou, je dirais. Maintenant, quand je vois presque tous les joueurs qui jouent, ils essayent de partir.
Ouais. Donc, il y a beaucoup plus de niveaux. Par exemple, pour te donner une idée, moi, quand je suis parti avec un de mes meilleurs potes qui a joué en University of Indianapolis, que je sais pas si tu connais, qui est une top 5 de la nation maintenant. Et Bah, donc, quand il est arrivé, il jouait dans l'équipe et il était à zéro. Et à la fin de ces années, il jouait plus dans l'équipe parce que bah, son équipe, ça jouait à négat quasiment de 1 à 6 quoi. hmm. Donc en gros, des deux maintenant, les top 10 ouais, ça joue négat facile sur presque toute la line-up. Ouais. Donc ça a vraiment, je pense, le niveau a augmenté et c'est du coup plus dur aussi pour obtenir des bourses parce Ouais. qu'avant, quelqu'un qui était à 3,6 2,6 qui pouvait potentiellement avoir des bourses vraiment correctes, bah maintenant, vu que tu as des mecs qui sont à -2 -4 enfin des mecs des négats et des zéros qui viennent, du coup, ça devient plus compliqué pour obtenir ces bourses-là, quoi. Aujourd'hui, à 3-6, soit faut aller dans une D2, enfin une équipe un peu faible, entre guillemets, pour avoir ta place, soit tu conseilles de prendre un an après le bac pour monter un 6 peut-être? Soit ça, ouais, ça c'est une option. Ou ce que je conseille aussi, c'est la NAIA, qui est une super division au final que beaucoup de Qui- personnes discutent, mais au final, ça reste un super C'est niveau de jeu. c'est la division 3 grosso modo, mais qui monte, quoi. Hum, En fait, non, parce que tu sais, la NCAA, donc il y a la Division 1, Division 2, ça fait partie de ça. Division 3 de NCAA, c'est pas de bourse. Et la D'accord. NAIA, c'est une toute autre division, en fait. Ok. Et donc, en gros, ils ont leur propre championnat, ils ont leur propre. C'est une année, c'est une université en 4 ans, donc c'est exactement la même chose. C'est Ouais. juste que c'est une division qui est à part. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que la raison pour laquelle ils ont quand même des très bons joueurs, c'est que c'est beaucoup plus flexible en termes de tests d'anglais, euh, comment, des, en termes d'admission, pour Ouais. si t'es pas forcément un super élève ou quoi que ce soit. Du Si coup, t'as ils attirent fait, des. si t'as fait de la prison, tout ça, tu peux y aller facile, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Et cool, donc, ça. Tu te retrouves avec des gens bien, quoi. mais non, du coup, ça reste une division qui est top. Et Et du non, coup, ça, je recommande ça. ouais. Et par exemple, pour te donner une idée, j'ai placé un joueur, Guilhem Peraziotier, qui était à -2 et qui pouvait pas être éligible en Division 2 et Ouais. qui est allé en AYA du coup parce il pouvait être éligible là-bas. Et il a joué dans l'équipe numéro 1 de la nation. Et il jouait, je crois, en 5 ou 6 et il était à Négat, quoi. Et, Hop. euh, et il jouait super bien. À la fin, il a mieux joué. Mais c'est Georgia Gwinnett, je sais pas si tu as déjà entendu, c'est une équipe qui bat toutes les divisions tous les ans. Enfin, je crois, ils ont eu presque 140 matchs sans perdre un match d'affilée. Et dans cette division dont tu nous parles, à 3-6, aujourd'hui, tu peux prétendre à combien de bourses? Bah, tu peux prétendre, je dirais, tu payes aux alentours de 10 à 15 000 par an. Ouais, il faut Et quand même des parents qui suivent, quoi. Ou alors faire c'est ça. un emprunt à la banque. C'est ça. Ou alors, il y a, comme je l'ai dit, il y a les options de bosser un peu l'été, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose que nous, par exemple, bah, on recrute des joueurs qui viennent et ça permet, parce que tu peux gagner pas mal d'argent aux États-Unis Ouais, en coachant, en fait. Donc ça peut être une opportunité qui est quelque chose de jouable aussi. à Ouais. envisager, ouais. J'avais les Brésiliens dans mon équipe qui faisaient ça. Ils allaient à New York, dans des resorts, coachés en étant payés 150 $ de l'heure. Et clairement, ils remplissaient les caisses pendant tout l'été. Mais Bah, du tu payes ton coup, année, ouais. tu rentrais pas chez toi, c'était pas trop dur pour toi? Bah, je rentrais comment le l'été et en décembre sur les premières années surtout Ouais. parce que bah, j'avais une copine en plus en France donc du coup au début je rentrais et puis une fois que j'ai commencé à bosser du coup bah je suis pu rentrer je suis resté aux États-Unis parce que du coup il fallait que je reste et en plus on a eu l'année Covid donc du coup on pouvait plus rentrer donc du coup j'ai eu pendant 3 ans où j'ai pas pu rentrer du tout. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que voilà, pas voir la famille, les amis, tout ça pendant 3 ans, ça n'a pas forcément été facile. Mais bon, après, j'ai une autre vie, entre guillemets, quasiment aux États-Unis. Donc, du coup, ça m'a permis d'être quand même bien ici. Mais c'est vrai que ça, c'était une période compliquée, ouais. Je vois qu'il y a deux Français dans l'University of the District of Columbia, donc là où tu étais. Un gars de La Ciotat et un autre de Belle-Bœuf. Alors, je sais pas où c'est. Belbeuf, Lou... bah, c'est à Rouen, Louis Ah, Mangeon, ok. Ouais, que Louis j'ai Mangeon. placé. Donc, Louis Ah, c'est toi Mangeon, qui l'as placé, d'accord, ok. c'est le premier joueur que j'ai placé et qui est du coup, en Allez. fait, enfin, c'est un super pote, ouais. C'est un super pote qu'on, du coup,
Ça fait maintenant presque 4 5 ans qu'il est à Washington. Ouais, Et donc là, il vient de commencer son master. C'est un mec super, un mec en or qui est lui, qui est parti à 2,6 ok. et qui a explosé en termes de niveau. Maintenant qu'il bat des mecs, il a joué des Français qui étaient à 0, tout ça. Donc du coup, il a vraiment bien progressé. Et du coup, ça vient un peu ouais, sur quelque chose qui est important pour moi aussi par rapport aux États-Unis. Quelque chose que je bosse beaucoup sur moi avec les joueurs de college placement, c'est la partie vidéo. Parce qu'en fait, tu connais bien les classements français. Déjà, expliquer à un Français les classements français, c'est pas forcément la chose la plus facile. Hmm. Mais expliquer à un coach américain, parce que la plupart des joueurs, ils jouent tous les tournois ITF, donc ils ont tous un classement ITF. La France, c'est un des seuls pays où on n'a pas ça, en fait. On joue tous nos classements, enfin tous nos tournois français. Et donc, du coup, les joueurs, bah, ils sont classés enfin, ils ont le classement français et puis c'est tout, quoi. Vous Et regardez l'UTR aussi maintenant beaucoup, c'est non? ça, ouais. Mais sauf qu'il y a pas mal de tournois qui sont pas sur UTR. Donc, par exemple, suffit que tu sois un joueur, que tu fais c'est un gros tournoi et que le tournoi, il apparaisse pas sur UTR, bah, tu te retrouves, en fait, à avoir un classement qui est pas terrible ou à l'inverse, bah, un joueur qui va avoir un super tournoi et qui va apparaître, bah, du coup, le classement va vraiment évoluer. Hmm. Donc, du coup, là-dessus, c'est pour ça que moi, je bosse vachement sur la vidéo, surtout sur des joueurs qui sont en dessous de 0. C'est-à-dire que à 0 négat, les coachs, ils savent que 0 négat, t'es pas arrivé là par hasard, tu joues très bien au tennis. Mais par contre, en dessous, enfin, toi, t'as joué au tennis, t'as été à 2,6, c'est ça? Ouais. Tu connais bien, enfin, sur un tournoi, t'as toujours le mec à 5,6 que tu peux dire, oh là, c'est un traquenard, j'ai pas envie de le jouer au premier tour. Et tu peux avoir le mec qui a un 6 devant et tu te dis, bon, là, si je passe le premier tour, j'aimerais bien le jouer parce que Ah, parce qu'en revers à une les, main au-dessus de l'épaule, c'est faible. voilà, c'est ça. Donc, du coup, les coachs, c'est difficile pour eux de savoir parce qu'ils peuvent recruter un mec à un 6 qui, au final, va pas forcément faire des saisons incroyables. Ils peuvent recruter, j'ai vu des mecs à 5,6, 4,6 qui ont fait des saisons monstrueuses, quoi. Et Ouais. Louis, c'est un bon exemple, qui est parti à 2,6 et là, qui joue, je pense, plutôt 0 négat que 2,6, quoi. Donc, du coup, pour les coachs, moi, je bosse vachement avec ça sur la vidéo pour tout ce qui est la partie négociation, pour leur Ok. montrer en fait le potentiel du joueur. Donc du coup, j'ai bossé avec pas mal de coachs pour créer un script en fait de ce que les coachs recherchent parce que c'est pas moi quand je suis parti, j'ai pas eu ça et du coup, je savais pas du tout quoi faire pour ma vidéo quoi. Hmm. Je me suis filmé mais je C'est savais pas trop quoi faire. Et du coup, donner un peu des billes pour savoir exactement ce que les coachs recherchent, quoi montrer pour vraiment montrer le potentiel. Et parce que chaque coach aussi il recherche des trucs différents. C'est-à-dire qu'il connaît son équipe. Par exemple, il sait que là, il va perdre un joueur pour une équipe de double et il a besoin d'un mec avec un gros revers. Bah, il a besoin de voir ça. Tu vois, et c'est des choses comme ça qui sont importantes pour le coach de voir ça sur la vidéo. Et du coup, c'est pour ça que je mets une grosse vision sur la vidéo pour mettre quelque chose de bien en place, quoi. propre. Donc l'épisode du podcast sera avec Yann, un de tes collègues, je crois, qui est lui head coach, qui a été head coach hein, d'une D1, c'est bien ça? Puis C'est directeur ça, d'un ouais. club? Ouais. C'est ça. Bah, Yann, c'est du coup le patron que je t'ai décrit de ma société. Ah ben énorme, ton Euh, mentor. Très C'est bon ça, ça. mon mentor. Donc, du coup, enfin, qui est vraiment super, qui a joué en université aussi, qui a Ouais, été enfin, avant de partir aux États-Unis, là, il s'est entraîné à Roland. Il est parti dans une grosse université, une D1. Il a fait partie des 7 meilleurs joueurs des États-Unis. ouais, propre. Et ensuite, il est devenu coach d'une grosse D1. Donc, un peu une option différente que du coup tu vas pouvoir discuter avec lui parce que il y a des différentes options de bosser après les États-Unis parce que souvent on parle de moments des États-Unis mais on parle pas beaucoup de l'après, qu'est-ce qui se passe après. Ouais. Et du coup voilà pour pouvoir comprendre un peu quelles sont les différentes options pour les joueurs pour une fois que tu finis tes études, bah, qu'est-ce qui se passe. Et du coup bah, tu as plusieurs options donc mon option à moi mais Et aussi il tu y as a, et il l'option y a de l'option devenir de, coach. et il y a l'option de Franck aussi, qui a été lui assistant coach dans une des meilleures D2, C'est tout ça en ouais. faisant son master. Et Donc autre chose à préciser sur Franck? bah Franck, c'est quelqu'un que, comme je te l'ai décrit un peu tout à l'heure, qui est venu pendant l'été quand il était en université, donc quand il jouait en université, Ah il est ouais, venu travailler avec nous pendant l'été. yes. Et ensuite, du coup, il a fini ses études et il est parti jouer, il est parti faire son master tout en étant assistant coach Ouais. dans une des meilleures universités de D2. Et donc, du coup, bah, c'est pareil pour College Placement, on utilise bah, des réseaux comme celui de Franck, du coup, parce que du coup, il peut contacter
était coach quand il était en université ou quand il était assistant coach, bah, il a tout ce réseau-là qui, en gros, en un message, bah, il a un accès direct avec le coach qui n'est pas accessible si tu connais pas forcément le coach directement. Et du coup, en employé chez Tennis Central, il y a toi et Yann en Frenchie. Il y en a d'autres ou pas? Donc, on est trois Français avec Franck. Ok. Mais Euh, Franck est avec et vous à Washington aussi? Ouais, il est avec Ah, nous à ok. Washington Ok. en temps complet. Ouais. Ensuite, bah, on a vraiment beaucoup d'internationaux. Donc, du coup, c'est pour ça que on recrute beaucoup d'internationaux parce qu'on aime bien la vision qu'ils ont ces choses-là. Ouais. Donc, du coup, on a Brésilien, on a Hollande, on a eu Japon, on a eu Kazakhstan, on a République tchèque. Enfin, on a vraiment de tous les pays. Ça vit Donc, du chez Tennis coup, Central. ouais, c'est sympa du coup parce que du coup c'est une bonne ambiance avec pas mal de jeunes et de tous les pays. Donc du coup en termes de culture c'est vraiment cool, ouais. Et t'es marié maintenant ou ça se passe comment la vie américaine pour toi? Bah écoute, ça arrive. J'ai une comment on appelle ça, fiancée. C'est beau. Euh, donc du coup ouais c'est assez récent. Bah ça s'est fait l'année dernière et du coup on va se marier l'année prochaine Incroyable. en Italie. Donc ça va Ah, être un c'est... moment cool, ouais. Pourquoi elle est italienne? Non, elle est des Philippines, Ah ouais, américaine et Philippines. incroyable. Mais enfin, on voulait le faire un endroit parce que Terrain on voulait neutre. pas le faire en France ou à terre neutre. Et puis l'Italie, voilà, c'est assez sympa. C'est On va aller beau. le faire là-bas, ouais. T'as mis le genou à terre, putain, c'est fort. C'est ça, ouais. À Elle, l'américaine. elle joue au tennis ou rien à voir? Non, je l'ai appris un peu, mais On part de loin. ouais, c'est pas la plus grande tennisman. Non, elle va pas jouer. Tous les joueurs qui écoutent ce podcast, qui ont essayé de taper la balle avec leurs copines, s'identifieront Ouais, à ce grand moment de solitude. ouais, non, c'est sûr. Top, Alexis. Est-ce que il y a un point dont on n'a pas parlé que tu aimerais préciser juste avant de terminer, ou on est bon, tu penses? Bah écoute, je pense on est bon. Honnêtement, ouais, c'est le dernier point, je dirais, pour conclure. C'est que venir aux États-Unis, c'est vraiment été la plus grosse expérience que j'ai faite. Si je pouvais le refaire, je le ferais. Et que ça soit en étant joueur qui vraiment de haut niveau ou que ça soit de joueurs en dessous de zéro qui reste un très bon niveau, mais qui soit pas voilà qui peut pas forcément devenir professionnel ou quoi que ce soit. Dans les deux cas, il y a vraiment des grosses opportunités et que bah, du coup, on adorerait vous aider sur ce projet-là. Et puis que aussi qu'il y a des opportunités après les États-Unis, que c'est pas juste les États-Unis et ensuite bah, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a des opportunités, travailler dans des académies, toutes ces choses-là. Et puis c'est une centrale est toujours a toujours les bras ouverts pour les internationaux qui ont besoin de ça. Donc on est prêt à aider tout le monde, ouais. Parfait. Je mettrai évidemment les coordonnées de Tennis Central dans les liens de l'épisode. N'hésitez pas à leur écrire de notre part en précisant bien que vous venez de la part de Max. C'est cool, ça me fait plaisir. Deux, trois questions de fin quand même pour terminer l'épisode. C'est un peu des questions communes à toutes les interviews. On va commencer par le concert peut-être le plus ouf auquel tu es assisté aux États-Unis, si tu es allé en voir, je sais pas. Aux États-Unis, Ouais. je suis pas allé voir j'ai On va fait rester un focus concert USA. sur aux États-Unis, j'ai fait un festival Project Glow qui était Ok. sympa. C'était où? C'était sur Washington DC. D'accord. C'était vraiment c'est un gros festival. Il ramène c'était vraiment ouais, un bon moment. Quel type de Il y a une musique? Bah, il y avait, c'est un peu EDM, EDM, techno, Ok. toutes ces choses-là. T'as- Et puis, ouais, il y avait des gros. J'ai vu aussi Z, je sais pas si tu connais. Non. Ça, c'était un super concert aussi. Ouais. Grosse ambiance. On a fini tard. Donc ça, c'était une bonne ambiance. Ouais. C'est beau. J'ai pas mal de potes qui m'ont surnommé le Z. Donc si vous êtes encore là, mettez dans les commentaires. Bisous le Z. Ça sera plaisir à tous mes potes. Le livre que tu préfères, tu dirais que c'est quoi si tu as l'habitude de bouquiner un peu? Bah là, je viens de finir Iron Flame. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une nouvelle série là qui vient de sortir, qui est vraiment top. Mais Ouais. sinon, je dirais
plus connu, avant de partir aux États-Unis pour un peu apprendre l'anglais, j'avais lu Hunger Games. Ok. Et donc, du coup, ça, j'avais vu les films et je me suis dit, bon, bah, si j'ai vu les films, je vais pouvoir essayer de progresser en anglais. Donc, j'avais lu les livres et mes livres préférés, ouais, je pense. Bon, ça t'empêchait pas d'avoir du mal à terminer tes phrases, mais au moins t'arrivais à les commencer par rapport à moi. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien en particulier? Bonne question. J'ai pas de citations qui viennent à l'esprit, mais plutôt une vision des choses, c'est-à-dire que si tu travailles dur, qu'importe, enfin, si tu travailles vraiment dur et que tu donnes tout à 100%, il va y avoir les résultats qui vont suivre. Donc, je suis sûr qu'il y a une citation qui est mieux écrite que ce que je viens de dire, T'es mais persuadé de c'est, ça? Parce que moi j'ai l'impression que si tu travailles dur mais mal, il se passe rien. Mais et- je suis très très heureux de la challenger, ma vision avec la tienne en tout cas. ah non, je suis d'accord avec toi par contre. C'est vrai que mais être efficace, s'entourer des bonnes personnes, toutes ces choses-là, et puis comprendre aussi la vision plus long terme. C'est-à-dire que si tu travailles dur sans avoir vraiment de vision, c'est pas forcément facile de se créer un plan pour arriver à ta destination. Donc, je pense que c'est ça, c'est important, ouais, d'avoir une vision sur tes objectifs et de se créer des étapes pour les, pour finir ça, ouais. Je sais pas si tu as écouté quelques épisodes de podcast, mais est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse qui n'est pas encore passé ou un coach, j'en sais rien, que tu aimerais entendre sur la chaîne de podcast sur laquelle tu es en train de passer par ailleurs, Alexis? Bah ouais, écoute, j'ai des joueurs que j'aurais bien aimé voir. Bah, forcément, si tu pouvais avoir Roger, ça me ferait rêver. Donc selon toi, c'est Roger le GOAT? Ah, bah ouais, pour moi, c'est sûr à 100%, même si il y a de la compétition, mais non, ça restera. C'est le moment le plus triste de l'histoire quand il a fini son dernier match en double. Donc ouais, non, pour moi, c'est le GOAT, ouais. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage, ce voyage tant en Australie qu'aux États-Unis. Félicitations pour ta demande en mariage. Bah merci. Et puis mec, on pensera à toi en Italie, hein. Bah merci, bah, c'était vraiment cool. Et puis on se tient au courant sur les prochains épisodes. Carrément, carrément, carrément. Je rappelle, du coup, je mets tous les contacts de Tennis Central en description de l'épisode, en commentaire aussi en dessous. N'hésitez pas à écrire à Alexis de notre part. Et puis, j'espère que si vous partez grâce à eux, bah, vous aurez une expérience magnifique. Voilà. Allez, à très vite, Alexis. Prends soin de toi. À plus. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Alexis. Mettez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et un like. Ça nous aide énormément. Un autre truc hyper important, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Spotify, peu importe où vous écoutez, c'est un tout petit clic de votre côté, mais nous, ça nous aide aussi pour vivre de notre contenu par la suite. Alors par avance, un grand merci. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien. Vous pouvez rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 euros par mois, soit environ le prix d'une boîte de balles, on te donne accès à des interviews exclusives que l'on ne publie pas ailleurs, des débriefs de matchs de joueurs pros, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs, tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et donc en soutenant au passage le podcast. Nous, ça nous permet à continuer de t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien est dans la description de l'épisode et encore un immense merci. Pensez aux bouche à oreille aussi. Envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir ce contenu, qui peuvent avoir envie de partir aux États-Unis avec Tennis Central entre autres. Et si vous avez des idées, envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr ou alors sur LinkedIn, voire Insta à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Je réponds absolument à tout le monde. Sachez aussi que j'ai créé un nouveau podcast avec ma pote Alexia, il s'appelle Coup de cœur et on reçoit des gens qui viennent nous raconter des histoires d'amour. Vous commencez à me connaître, j'adore les histoires humaines, les rencontres et apprendre à travers tout ça. C'est aussi sur Spotify ou Apple Podcast, donc foncez. J'espère que l'épisode de la semaine vous a régalé, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur et en dehors du cours. Prenez soin de vous les légendes et à très vite. Ciao.